Donc, nous allons passer donc au deuxième dossier. Donc après vous avoir mis en appétit sur ce cancer ORL qui peut-être va vous inciter à arrêter de fumer, boire. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, quoique. Enfin, je suis pas sûr que de toute façon vous allez arrêter de fumer, mais enfin bon, on va passer à des choses un peu plus simples, enfin moins toxiques, moins gore. C'est donc le deuxième dossier. Il s'agit d'une patiente de 31 ans qui consulte pour l'apparition brutale de vertiges rotatoires avec nausées et vomissements qui sont apparus la nuit précédente. C'est le premier épisode de ce type. Elle n'a pas de fièvre. Les vertiges sont isolés et l'examen neurologique est normal. Elle n'a pas d'antécédent particulier et ne prend pas de médicaments. Elle ne décrit pas d'acouphènes ni d'hypoacousie. L'examen des tympans est normal. Il existe un nystagmus horizonto-rotatoire battant vers la droite. Le signe de Romberg et la manœuvre de latéralité des index dévient vers la gauche. Première question, très classique et très importante, c'est quels sont les éléments en faveur d'un syndrome vestibulaire périphérique? Deuxième question, quel diagnostic faut-il évoquer? Pourquoi? Une IRM cérébrale est-elle indiquée en urgence? Pourquoi? Quatrième question, quels sont les résultats de l'audiogramme et des épreuves vestibulaires dans cette pathologie? En 5, quel traitement proposez-vous en urgence? Sixième question, quel traitement proposez-vous à la sortie? Septième question, quelle est l'évolution de cette pathologie? Donc première question, quels sont les éléments en faveur d'un syndrome vestibulaire périphérique? C'est une question très classique sur les vertiges et la première chose importante à noter, c'est dans un syndrome vestibulaire périphérique l'existence de vrais vertiges, mais le terme très important pour le qualifier sont des vrais vertiges mais qui sont rotatoires. À l'importance de l'interrogatoire chez ces patients atteints d'un vertige, ils doivent vous dire, ils doivent spécifier quand vous les interrogez de quel type de vertige il s'agit. Il faut essayer de les orienter dans l'interrogatoire en leur demandant est-ce que les choses tournent vraiment, est-ce que les objets tournent, est-ce que vous-même vous tournez toujours dans la même position, dans le même sens. Et ça, c'est des éléments importants dans le terme et dans un syndrome vestibulaire périphérique, puisqu'on doit retrouver dans un syndrome vestibulaire périphérique des vrais vertiges rotatoires que l'on peut donc différencier à l'interrogatoire des patients où quand vous les interrogez sur leur vertige, eux, ils vont décrire plutôt des sensations d'instabilité, de déséquilibre, sensation d'être d'être sur un bateau. Là, ça orientera plutôt vers quelque chose de central. Donc vous voyez que rien qu'avec cette petite notion de demande sur l'interrogatoire de nos patients qui, eux, vont décrire j'ai des vertiges, et ben, il faut les interroger. Et quand ils vous les décriront comme les choses qui tournent vraiment, et ben, ça sera des vrais vertiges rotatoires d'un syndrome vestibulaire périphérique. La deuxième notion importante qu'on demande dans le syndrome vestibulaire périphérique, c'est le nystagmus. Le nystagmus, vous savez, c'est ce mouvement très particulier des yeux. Quand vous le verrez une fois chez un patient dans un service, bah, vous ne pourrez pas l'oublier. Et l'importance à noter dans ce nystagmus, c'est sa direction dans un syndrome vestibulaire périphérique. Il ne faut pas compliquer les choses, retenez les choses les plus simples. Ne vous encombrez pas de tout ce que vous pouvez lire dans les dossiers, dans les livres qui sont souvent très compliqués et pas très bien expliqués. Retenez les choses simples que je vais vous exposer. Le terme de la direction du nystagmus, donc la secousse rapide, elle est toujours unidirectionnelle. Donc ça va battre toujours dans un seul sens, ce qui permet déjà tout de suite de le différencier d'un nystagmus plutôt d'origine centrale, qui lui, on vous le marquera dans l'énoncé, ou on le fera sur une vidéo. Là, dans un syndrome vestibulaire central, la différence, c'est que le nystagmus va bouger dans tous les sens. Il sera multidirectionnel, il battra partout dans n'importe quel sens, et on peut très bien donc le différencier d'un syndrome vestibulaire périphérique, où le nystagmus est toujours unidirectionnel et toujours le plus souvent quasiment horizonto-rotatoire. Qu'est-ce que ça veut dire horizonto-rotatoire? Quand vous regardez le sens du nystagmus, vous voyez le globe oculaire faire ces petits mouvements comme ça, dans ce sens horizontaux-rotatoire. Il n'est pas multidirectionnel, il est unidirectionnel et horizonto-rotatoire, donc forcément il est périphérique. Après, il va battre dans le sens opposé à la lésion. On va y revenir pour que je puisse vous l'expliquer et surtout vous le compreniez. Et il n'y aura aucun problème pour que vous le compreniez.
C'est en fait, il faut l'associer aussi aux déviations posturales. Tout ça, c'est harmonieux, et notamment dans un syndrome vestibulaire périphérique, ces déviations posturales iront toujours du côté lésionnel. Là encore, on a l'impression que c'est très compliqué, ces termes, mais en fait, ils sont complètement simples. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je prends mon exemple sur moi, c'est ce qui est le plus simple, vous raisonnez très simplement et vous ne pourrez jamais vous tromper. Vous considérez qu'il s'agit d'un problème destructif. Quand on dit destructif, ça veut dire quoi? J'ai deux organes de l'équilibre près de mes oreilles. On va prendre l'exemple d'un organe de l'équilibre qui est complètement détruit du côté droit. Donc forcément, il va y avoir un vertige, puisqu'il n'y a plus les deux organes de l'équilibre qui marchent en même temps. C'est pour ça qu'il y a un vertige. Donc on dit que celui-là est complètement détruit. Qu'est-ce qui va se passer dans les déviations posturales? C'est très simple. La manœuvre de latéralité des index, quand vous examinez votre patient et que son organe droit est complètement détruit, forcément, les index sont déviés du côté de la lésion du côté droit. De la même façon, le Romberg, quand vous le faites, le patient va tomber du côté de la lésion du côté droit, à la grosse différence du nystagmus sur l'item précédent, où le nystagmus horizontal rotatoire, lui, va battre du côté gauche, c'est-à-dire du côté sain. Ça explique pourquoi, dans un syndrome vestibulaire périphérique, c'est harmonieux. On a les déviations posturales vers le côté lésé, si j'ai pris l'exemple de droite, et le nystagmus qui va battre du côté sain, du côté gauche. Donc vous voyez qu'avec mon exemple, je pense que vous avez compris ce que c'est qu'un syndrome vestibulaire périphérique harmonieux. Enfin, un terme aussi très important dans la caractéristique d'un syndrome vestibulaire périphérique, c'est que dans un syndrome vestibulaire périphérique, forcément, vous aurez toujours, et vous l'avez là dans l'examen, dans l'énoncé du dossier, l'examen neurologique est toujours strictement normal. Donc c'est un élément très important d'orientation diagnostique, de savoir si la personne dans l'énoncé du dossier, elle a un examen neurologique normal ou un examen neurologique anormal. Ça vous sera toujours précisé et ça vous permet d'orienter parfaitement le diagnostic. Ça, c'était une question vraiment cruciale sur la prise en charge des vertiges, l'existence ou pas, et comment le décrire, le syndrome vestibulaire périphérique. Donc, sur ce dossier, quel diagnostic fallait-il évoquer? Pourquoi? Il fallait bien sûr évoquer le diagnostic de névrite vestibulaire. Et là, vous aviez tous les éléments dans le dossier pour répondre gauche, puisque les déviations posturales harmonieux, c'est-à-dire la latéralité des index et le Romberg que je vous ai montré tout à l'heure, dans le dossier, c'est marqué que c'est à gauche, donc forcément, la déviation posturale est à gauche, donc la névrite vestibulaire est à gauche. De la même manière, par rapport, donc c'est bien un syndrome vestibulaire gauche harmonieux. C'était également, on pouvait éliminer d'autres problèmes de vertige par rapport à l'épisode. C'est bien marqué dans l'énoncé du dossier qu'il s'agit du premier épisode. Qui dit premier épisode, ça élimine d'autres diagnostics, notamment des diagnostics de vrai vertige rotatoire. Et comme diagnostic qu'on pourrait avoir, c'est par exemple la maladie de Ménière. Vous savez très bien que la maladie de Ménière, ça évolue par crise. Donc un dossier de maladie de Ménière, forcément, dans l'énoncé du dossier, on vous marquera que la maladie évolue par crise. Là, elle n'évolue pas par crise, c'est le premier épisode de ce type. Donc forcément, il y a de grandes chances que ça soit une névrite vestibulaire. Enfin, un signe important qui élimine aussi le diagnostic de maladie de Ménière, on vous dit bien dans le dossier, il n'y a pas de signe cochléaire. C'est quoi les signes cochléaires? C'est l'absence d'acouphène, l'absence d'hypoacousie. C'est bien marqué dans le dossier. Regardez l'énoncé, vous verrez qu'il y a bien marqué pas d'acouphène, pas d'hypoacousie, donc pas de signe cochléaire. Qui dit pas de signe cochléaire, là encore, ça élimine tous ces problèmes de maladie de Ménière. Donc vraiment, il n'y a aucun élément pour évoquer une maladie de Ménière, donc ça ne peut être qu'une névrite vestibulaire avec son syndrome vestibulaire gauche harmonieux, c'est-à-dire les déviations posturales du côté de la lésion et le nystagmus du côté sain, comme énoncé dans le dossier. Enfin, un dernier élément un peu plus anecdotique, mais qu'il fallait quand même préciser, il n'y a pas de fièvre, ça peut éliminer un peu aussi les signes, les pathologies infectieuses qui peuvent entraîner des vertiges périphériques, par exemple la labyrinthite. Donc là, pas de fièvre, là aussi, ça élimine ce genre de diagnostic. Donc vous avez fait ce diagnostic de névrite vestibulaire avec son côté, et on vous demande en troisième question si une IRM cérébrale est indiquée. La réponse est clairement non. Et pourquoi? Donc, par contre, quand on vous demande est-ce qu'elle est indiquée, il faut répondre oui ou non. Ça sera à côté. Ne répondez pas directement oui peut-être, non peut-être, oui et non, etc. Non, c'est soit oui, soit non. Et ça sera à côté. Donc non. Pourquoi? Répondez à la deuxième partie de la question. Parce que vous avez vu que l'examen neurologique est strictement normal
et le diagnostic clinique, il est évident. Donc on ne va pas commencer à faire et à demander des IRM, qui sont quand même des examens qui sont parfois difficiles d'accès dans certains coins de la France. On va pas en plus demander cet examen s'il n'est pas indiqué. Dans ce cas, clairement, le diagnostic est évident. Il n'y a aucun signe neurologique, c'est ça le plus important, l'absence de signe neurologique. S'il n'y a pas de signe neurologique, franchement, si les vertiges sont vraiment périphériques, il n'y a aucune raison de demander un IRM en urgence. C'est vraiment l'examen neurologique et l'examen clinique qui font qu'on élimine formellement une demande d'IRM cérébrale. Alors, vous savez que donc, dans la quatrième question, on vous demande les résultats d'un audiogramme et des épreuves vestibulaires dans cette pathologie. Alors, ce qu'il fallait répondre, c'est que déjà, il faut savoir que c'est ces examens qu'on demande le plus souvent dans les problèmes ORL, que ce soit au niveau des problèmes de surdité et des problèmes de vertige. Donc, il faut que vous sachiez retrouver ces examens si on ne vous les demande pas. On aurait très bien pu vous demander quels sont les examens complémentaires à demander à distance, par exemple, pour cette pathologie. Donc, là, on vous a un petit peu aidé en disant on vous demande les résultats directement de l'audiogramme et des épreuves vestibulaires. Bah là, c'est pour une réponse très simple. Vous avez bien compris que la névrite vestibulaire, il n'y a aucun problème au niveau de l'organe de l'oreille. Le problème se situe au niveau de l'organe de l'équilibre. La névrite vestibulaire, l'organe de l'équilibre est détruit définitivement et complètement. Donc forcément, même si vous n'y connaissez rien, vous allez tout oublier sur la prise en charge des vertiges, ce que j'espère ne sera pas le cas avec ce que je vais vous expliquer à la fin de ce dossier pour retenir tout sur les vertiges. Et bien forcément, si vous avez retenu un petit peu que la névrite vestibulaire, c'était une pathologie qui détruisait uniquement mais complètement l'organe de l'équilibre, ben forcément, en réfléchissant un petit peu, ben vous considérez que l'audiogramme est normal. C'est évident, il n'y a pas de problème au niveau de l'organe de l'oreille. Et de toute façon, je vous rappelle que dans l'énoncé du dossier, on vous disait que le patient ne se plaignait pas d'hypoacousie. Donc là encore, c'était assez simple de répondre audiogramme normal. Concernant les épreuves vestibulaires, là encore, dans les livres et dans les bouquins, vous avez plein de choses là-dessus. Ça a l'air très compliqué. On met de l'eau chaude, de l'eau froide dans l'oreille. Ouh là là, qu'est-ce qu'on fait? C'est super bizarre. Bah, en fait, on ne va pas vous demander grand-chose sur les épreuves vestibulaires, puisque maintenant, c'est quasiment des logiciels qui font ça tout seuls. La seule chose qu'il faut comprendre, là encore, et c'est on ne peut plus logique, vous avez compris que la névrite vestibulaire, l'organe de l'équilibre est complètement détruit et définitivement détruit, bah forcément, comme dans les épreuves vestibulaires, on cherche des réflexes à stimuler l'organe de l'équilibre. Bah, si vous essayez de stimuler un organe qui ne marche plus, bah, c'est comme un réflexe au niveau du genou ou du coude. Bah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. Donc là, si l'organe de l'équilibre il est détruit, bah, forcément la réponse c'est qu'il y a une aréflexie au niveau de l'organe de l'équilibre du côté gauche. C'est pour cette raison que très simplement, même en n'y connaissant rien du tout, en réfléchissant un petit peu sur les termes, bah, vous aurez répondu bon à cette question, audiogramme normal et aréflexie gauche sur les épreuves vestibulaires. On ne pourra vous demander que ça sur un problème de névrite vestibulaire. Alors très important, le traitement en urgence. C'est un traitement très classique. Le terme en premier qui doit venir, c'est bien sûr une hospitalisation. C'est des gens qui ont des vertiges invalidants. Invalidants, ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements. C'est-à-dire que dès que vous les bougez d'1 centimètre, ils vous gerbent dessus sur votre blouse toute propre. Donc n'oubliez pas l'hospitalisation. On ne pourra rien en faire sans les hospitaliser. Et ce qui implique qu'on va faire uniquement, et c'est ça qu'il faut retenir, et c'est relativement simple là encore, c'est qu'on va faire uniquement un traitement symptomatique de cette crise vertigineuse très invalidante. Bah, les patients, on va les perfuser pour leur donner le traitement en intraveineux, puisque de toute façon, on les hospitalise. Donc là encore, c'est très simple. Et qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Bah, c'est très simple. Ils ont des vertiges, on va leur donner des antivertigineux. Le principal antivertigineux qu'on utilise toujours, tout le temps, qui marchera à toutes les sauces, c'est le Tanganil en intraveineux, une ampoule 3 fois par jour. Donc vous ne vous prenez pas la tête, c'est très simple. Et enfin, ils ont des nausées, des vomissements, et ben on leur donne des antiémétiques, du Primperan, toujours en intraveineux, une ampoule 3 fois par jour. Ça ne peut pas être plus simple. Les deux, une ampoule 3 fois par jour, les deux en IV, antivertigineux et antiémétiques. Et comme ils sont un peu, il faut aussi les sédater. Ça fait toujours partie aussi du traitement, donc on rajoute toujours un petit peu de sédatif, du Valium ou du Tranxène. Ça fait partie du traitement très classique de la prise en charge en urgence d'un vertige périphérique très invalidant. Donc c'est des termes très simples, des choses très très simples qui marcheront tout le temps. C'est pour ça qu'il faut les retenir. Alors quel traitement proposez-vous à la sortie ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de quelque chose qui va falloir mobiliser les patients.
Donc c'est pour ça qu'on utilise le terme de kinésithérapie vestibulaire. On peut également utiliser le terme rééducation vestibulaire. Alors soit on dit à au patient ou à la patiente de le faire un peu soi-même, parce que c'est quand même des choses très très simples à faire, soit c'est des personnes un peu plus âgées ou qui ont un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils doivent faire, on peut les orienter vers des kinésithérapeutes qui seront un peu plus spécialisés dans la prise en charge des gens qui ont des problèmes d'équilibre. En fait, le but du traitement, c'est que même avec un organe complètement détruit, au niveau de l'organe de l'équilibre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois le traitement de la crise fait, pour essayer de diminuer tous ces signes, en fait, le meilleur traitement, c'est, et il est bien expliqué aux patients, qu'il ne faut pas qu'ils restent dans leur lit complètement cloîtrés, à pas bouger, parce que dès qu'ils vont bouger, ça va les faire tourner leur tête. Au contraire, il faut leur dire qu'il faut se mobiliser précocement, il faut essayer de se mobiliser même si ça tourne, et c'est en se rééduquant quasiment tout seul, en se forçant à marcher, en se forçant à bouger, que progressivement, l'organe de l'équilibre qui reste va prendre la place des deux et en fait compenser la perte de l'organe détruit. C'est pour ça qu'on vous posait la question de l'évolution de cette pathologie, qui est donc parfaitement bénigne. C'est pour ça qu'on peut la différencier d'une maladie de Menière où l'évolution est quand même un peu plus embêtante et surtout beaucoup plus longue. Là, il s'agit purement d'un problème ponctuel, accidentel, et c'est souvent une cause quand même infectieuse, le plus souvent virale, mais on ne peut pas en être sûr. Et donc, en général, en à peu près un mois, comme je vous l'expliquais, il va y avoir une compensation vestibulaire progressive qui fait que l'organe qui reste sur les deux, il va rattraper la perte de l'autre. Et ça se fait progressivement en quelques semaines, grâce à une mobilisation précoce et une rééducation adaptée. Alors, ce qu'il faut retenir sur ces problèmes, cet item sur les vertiges, c'est une petite classification très simple qui va vous permettre de relativiser un peu cet item sur le vertige et qui, grâce à cette petite classification très simple, va vous permettre de faire le tour de toutes les orientations diagnostiques et de répondre quasiment bon, je pense, à tous les dossiers sur les vertiges. La seule chose à comprendre, c'est qu'il faut partir au départ de la description du vertige qui va vous permettre d'orienter le diagnostic vers les dossiers et vers les pathologies. Alors, il suffit de partir de l'exemple 1, où on va prendre l'exemple des gens qui, dans un dossier, vont avoir une grande crise rotatoire prolongée, donc des vrais vertiges périphériques, en décrivant des choses qui tournent ou eux-mêmes tournent, et ce pendant plusieurs heures. Là, vous aurez plusieurs diagnostics possibles selon le dossier. Soit ça sera une maladie de Menière, soit une névrite vestibulaire, soit un syndrome de Wallenberg. Le dossier de névrite vestibulaire, on vient de le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive très bien à différencier les deux premiers. Comment? On l'a vu, maladie de Menière, ça évolue par crise. Il y a en plus des vertiges, des acouphènes et une hypoacousie. C'est une triade symptomatique qui associe vertige, acouphène et hypoacousie. Et ça évolue par crise. Donc c'est très facile de la différencier de la névrite vestibulaire qu'on vient de faire, où là il n'y avait pas de crise, c'est toujours un seul épisode ponctuel accidentel, et il n'y a jamais d'acouphène, jamais d'hypoacousie, donc jamais de signe cochléaire. Donc vous voyez que vous ne pourrez jamais vous tromper entre ces deux diagnostics. Et le troisième diagnostic possible sur un dossier d'une grande crise rotatoire prolongée qui va durer plusieurs heures, c'est le syndrome de Wallenberg, qui peut aussi se présenter comme ça. Mais la grosse différence des deux premiers, c'est que forcément, dans l'énoncé du dossier, l'examen neuro sera normal, alors que dans les deux premiers, sera anormal. Excusez-moi, l'examen neurologique est toujours anormal dans le syndrome de Wallenberg, alors que dans la maladie de Menière et dans la névrite vestibulaire, on vous précisera toujours que l'examen neurologique est normal. Donc, à partir de l'examen neurologique, on pourra forcément différencier ces deux entités du syndrome de Wallenberg. Et vous voyez que vous ne pouvez pas vous tromper dans la prise en charge d'un dossier de ce type. Deuxième entité, après la grande crise rotatoire prolongée qui va durer plusieurs heures, c'est la grande crise rotatoire, mais elle va plus durer plusieurs heures, elle va durer que quelques secondes à une minute. Ce sont les vertiges qu'on appelle brefs, et l'exemple obligatoire et le seul dossier que vous pouvez avoir sur ce type de dossier, c'est ce qu'on appelle le vertige paroxystique positionnel bénin. Vous reconnaissez ces cases initiales, vous les apprenez par cœur, et vous arriverez à répondre à toutes les réponses à ces dossiers. V pour le vertige, bref. Pour le paroxystique, positionnel, on vous dira toujours que c'est lié à la position de la tête, et bénin, l'évolution est parfaitement bénigne. Donc la durée du vertige, 30 secondes à 1 minute, ça vous élimine toutes les premières possibilités.
Et enfin, le dernier type de dossier que vous pouvez avoir, c'est les gens qui, dans les dossiers, vont se prendre plutôt de sensations d'instabilité, sensations ébrieuses, l'impression d'être dans un bateau. Et là, ça ne sera plus les grandes crises rotatoires prolongées qui durent plusieurs heures. Et là, on orientera plutôt vers les pathologies d'origine centrale, avec en particulier, donc c'est des dossiers de neuro, ça sera la CEP, les accidents vasculaires cérébraux et les tumeurs. Donc vous voyez qu'avec cette classification très très simple, vous ne pouvez pas vous tromper sur la prise en charge des gens qui ont un vertige dans un dossier pour l'examen. Donc retenez cette classification simple et retenez également une question que vous aurez toujours dans ces dossiers de vertige, c'est comment différencier le syndrome vestibulaire périphérique du syndrome vestibulaire central. Je vous ai montré un exemple sur moi, donc vous l'avez compris. Les examens complémentaires dans ces dossiers qu'on pourrait éventuellement vous demander, c'est connaissez le terme de audiogramme, d'épreuve vestibulaire pour ces problèmes d'équilibre, les PEA, les IRM, donc tout ça c'est des choses, des examens à comprendre et à connaître dans la prise en charge des vertiges. L'évolution, on l'a vu, entre une maladie de Ménière et un niveau de vestibulaire, c'est beaucoup précaire dans la maladie de Ménière, c'est plus embêtant. Le traitement de la crise avec l'hospitalisation et le traitement qui est symptomatique, c'est vraiment les mots-clés, symptomatique dans le traitement, antivertigineux IV, antiémétique, c'est vraiment, vous répondrez toujours bon